d'organiser un webinaire de manière à vous présenter ces évolutions réglementaires et à vous aider à les prendre en compte, car toute la filière de gestion des terres excavées, du maître d'ouvrage jusqu'à l'exutoire final, est concernée. Alors avant cela, je vais commencer par vous faire un petit rappel réglementaire concernant les principes fondamentaux de la réglementation française sur les terres excavées. Alors, on va parler de la définition des déchets, la définition aussi des différents acteurs, notamment du producteur et du détenteur, puis on va parler des responsabilités de chacun, et enfin on va voir quelles sont les évolutions réglementaires qui découlent de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui date de 2020, et dont la plupart des textes sont applicables à partir depuis le 1er janvier 2022. Alors pour commencer, quelques définitions. La définition de ce qu'est un déchet, c'est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Ça, c'est une définition qui est courte, qui est très synthétique. La réelle définition réglementaire est plus longue. Et notamment, elle parle de biens meubles destinés à l'abandon. Et c'est important dans le cadre des terres excavées, car les terres excavées sont des biens immobiliers, les terres, quand elles sont en place, sont des biens immobiliers, et quand on les excave et qu'on les charge dans un camion, ça devient un bien meuble. Et donc, dès que vous sortez du chantier, ça prend le statut de déchet, on va revenir dessus. Ensuite, quand on parle de déchets dangereux, ce sont des déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses, symbolisées par un astérisque au niveau du code déchets. On va revenir aussi dessus. Il est important de voir ce que c'est qu'un déchet dangereux et qu'une terre dangereuse. Et par exemple, une terre polluée n'est pas automatiquement dangereuse. Ensuite, on a les déchets non dangereux. Dans toutes ces approches, c'est fait un peu par différence et considéré comme étant non dangereux tout ce qui n'est pas dangereux. Et enfin, quand on parle de déchets de construction et de démolition, ce sont les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les déchets ménagers des bases vies qui sont classés là-dedans. Alors, il ne faut pas nous les envoyer en ISDI ou en aménagement, mais ça revient à cela. Et donc, ces définitions sont importantes car tout le monde doit parler le même langage et il ne faut pas qu'il y ait des interprétations entre les différents acteurs. Il faut qu'on retrouve que tout le monde parle de la même chose. Alors, qu'est-ce qu'un déchet dangereux? Comme j'en ai parlé juste avant, c'est avant tout un déchet qui présente une ou des propriétés dangereuses. En clair, ça correspond un peu au pictogramme orange que l'on voit sur les bouteilles de produits chimiques, c'est-à-dire ou sur les camions-citernes ou sur les différents produits, c'est-à-dire les explosifs, tout ce qui est explosif, comburant, inflammable, irritant, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, mutagène ou écotoxique. Généralement, quand on parle des terres excavées et qu'on parle de terres polluées, elles sont potentiellement, si elles sont dangereuses, écotoxiques, ou toxiques, ou cancérogènes pour les humains. Et quand on parle de toxicité, c'est pour l'humain, et l'écotoxicité, c'est pour l'environnement. Les autres définitions, on peut parler des différents acteurs. Donc, les principaux sur lesquels il peut y avoir des problèmes et avec lesquels vous êtes confrontés, ce sont les producteurs de déchets. Donc, c'est toute personne dont l'activité produit des déchets, qu'il soit producteur de déchets initial ou toute personne qui effectue des opérations de pré-traitement, de mélange ou autres, conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets. Et là, on parle de producteurs de déchets secondaires, et ça correspond, par exemple, aux gestionnaires des plateformes de dépollution, aux gestionnaires de plateformes de criblage et de préparation de matériaux, qui, en fait, à partir du moment où ils modifient la composition et la nature, deviennent producteurs de fait, même s'ils sont producteurs secondaires. Ensuite, il y a le détenteur de déchets. C'est soit le producteur de déchets tant que les terres sont chez lui, ou alors la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession. Et ça sera par exemple le transporteur, ça sera le terrassier quand ça sera sous sa responsabilité, et ça peut être naturellement ensuite l'exutoire final qui reçoit le déchet. Et c'est très important car en termes de responsabilité, il va systématiquement y avoir un partage de responsabilité. Le producteur reste le
le principal responsable, mais à partir du moment où il a affaire à des sachants et que les gens prennent les déchets en connaissance de cause, ils deviennent aussi co-responsables. Et enfin, on parle de la gestion des déchets. Et dans les anciens textes, on parlait d'élimination des déchets. On reviendra dessus. Ce sont toutes les opérations qui s'occupent de la gestion de déchets. Ça va de la collecte au transport, en passant par la valorisation, l'élimination, y compris la surveillance des opérations, ainsi que les surveillances des sites de décharge après leur fermeture, et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier. Toute la chaîne, on parle de gestion de déchets. Alors, point très important dans nos métiers, concernant le statut des terres excavées, les terres excavées qui sortent du site de leur excavation, qu'elles soient polluées ou non, dès qu'elles sortent de l'emprise foncière, elles prennent le statut de déchet. Et c'est un point très important, car même s'il y a un réemploi, même s'il y a recyclage, même s'il y a valorisation, il y a ce statut de déchet qui est un tue-l'amour dans nos métiers, mais parce que malheureusement beaucoup de gens font la confusion entre déchets et ordures ménagères, mais c'est quand même un point important et on va revenir dessus et voir pourquoi est-ce que les terres ont pris ce statut de déchet. On continue sur les responsabilités du producteur et du détenteur du déchet. Cela a été clairement défini dans la directive européenne de 2008 qui a été transposée dans la loi française en 2010. Alors, elle dit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore, la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou l'eau, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter les dits effets. Alors, ce qu'on lit là-dedans, c'est que il y a le producteur, il y a le détenteur, il y a tous les impacts sur l'environnement qui sont cités, au sens large, et il y a une responsabilité jusqu'à la fin, ad vitam aeternam, du producteur, et qui est partagée donc par le détenteur à toutes les étapes. La définition, comme je vous l'ai dit, on parle de gestion, mais dans certains textes réglementaires, vous allez voir qu'on parle aussi d'élimination. Alors, aujourd'hui, l'élimination a été définie de manière précise, et on considère que l'élimination, c'est le stockage définitif dans le cadre des terres excavées, parce qu'on ne sait pas les faire disparaître. Mais historiquement, quand on parlait d'élimination, notamment dans l'ordonnance de 2010, c'était toutes les opérations de gestion de terre qui allaient de la collecte, du transport, du stockage, du tri, traitement, nécessaires à la récupération des éléments immatériaux. Bref, toutes les étapes, on parlait à l'époque d'élimination. Maintenant, on a séparé, on parle de gestion, et on a fait la part des choses entre le réemploi, le recyclage, la valorisation et l'élimination qui arrive enfin. Et le stockage en installation de stockage de déchets inertes, c'est l'élimination, au sens où c'est du stockage ultime. Et tout cela concourt à bien voir que la responsabilité, notamment du maître d'ouvrage, ne s'arrête pas au portage du chantier de départ. Alors pourquoi ce statut de déchet? Eh bien parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, des scandales, des décharges sauvages, on entend régulièrement parler. Dans le cadre de la loi AGEC, vous avez vu même que malheureusement un maire est décédé en essayant de bloquer des gens qui étaient en train de vider leur camion dans une de ces forêts. C'est pour aussi la protection de la santé humaine et de l'environnement, pour créer un cadre pilotable par la police de l'environnement, et elle va le piloter sur deux parties. Police des déchets en amont des exutoires, et au niveau des exutoires, c'est la police souvent des installations classées qui prend le relais, quand ce sont des installations classées ou des dossiers loi sur l'eau type Piota. Et puis, ça permet de créer un cadre de responsabilité ad vitam aeternam du producteur ou du détenteur. Et enfin, grâce à ce statut de déchet, on a la traçabilité qui est un outil de contrôle de la gestion du déchet. Et en fait, la loi AGEC, c'est ce qu'on va voir maintenant, a complètement durci cette traçabilité et vous êtes, vous tous, impactés par cela au même titre que nous. Autre définition, la codification des déchets. Alors, ce sont des codes à 6 chiffres. Vous avez probablement tous eu affaire à ces codes à certains moments et ils vont vous servir aussi à remplir vos DAP.
Alors, à quoi servent ces codes? Ce sont des codes qui permettent d'identifier un déchet. Par exemple, le béton, les déchets de béton, c'est le 170101 qui est là. Si c'est de la brique, c'est du 170102. Alors, dans toute la rubrique 17, on a les déchets de construction et de démolition, y compris les déblais, et qu'ils soient inertes ou pas. Alors, vous verrez que sur certains codes, il y a une petite étoile. Ça veut dire que ce sont des déchets qui contiennent des substances dangereuses. Alors, je passe à la diapo suivante, où on a la partie qui nous concerne beaucoup, les terres, qui sont en 1705. Alors, on peut trouver du 200202 dans les déchets municipaux, mais très souvent, c'est du 170504, terres et cailloux autres que ceux visés par la rubrique 170503, car la rubrique 170503, ce sont les terres et cailloux contenant des substances dangereuses, donc des terres dangereuses. Alors, là-dessus, il faut faire bien attention. On fait souvent une analogie, on considère que ce qui va en classe 1, c'est dangereux, mais pas automatiquement. En fait, dans nos métiers, très souvent, ce qui part en classe 1, c'est ce qui n'est pas acceptable en classe 2. Et ça part par défaut en classe 1, mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de ces codes, car toujours l'objectif, c'est que tout le monde parle la même langue, mais les déchets dangereux, dans certains cas, ne sont pas acceptables dans beaucoup d'installations, même de traitement de terres polluées, par exemple. S'il vous plaît, vous coupez votre micro et vous pourrez poser des questions ensuite. Alors, je continue, pardon. L'autre point de définition important, c'est la codification du traitement des déchets. Tout le monde doit parler le même langage sur les chantiers aussi, par rapport à la codification. Donc, on a deux types de codes pour les traitements. On a les codes dépôt, qui sont des codes correspondant essentiellement, qui peuvent correspondre à l'élimination, et des codes recyclage, qui correspondent plus à de la valorisation, recyclage et valorisation. Alors, dans le cas du stockage en ISDI, c'est le code, par exemple, D1, déchets utilisés comme remblais, qui est très souvent utilisé. Mais on peut avoir aussi du traitement biologique avant élimination, traitement physico-chimique avant élimination, à condition qu'à la sortie, les terres finissent en stockage en classe 2, en classe 1 ou même en ISDI. S'il y a comblement de carrière ou s'il y a prise en charge dans un aménagement paysager par exemple, ça sera le code R5, recyclage inorganique, car en fait, quand on regarde les différents codes de recyclage, comme ce sont des codes qui sont valables pour tous les types de déchets, et ben, le plus proche pour nous, c'est le recyclage inorganique qui correspond au recyclage de matériaux minéraux. Alors, point important dans l'évolution de la réglementation, c'est que depuis la loi de transition écologique et pour la croissance verte de 2017, puis la loi AGEC pour l'économie circulaire, l'objectif de l'État, c'est de passer d'une économie linéaire, où en fait on produisait, on utilisait, ensuite on jetait, à une économie circulaire, où on va essayer de favoriser la réutilisation, le recyclage, et que les déchets des uns deviennent les ressources des autres, et de manière aussi à diminuer l'impact sur l'environnement. Dans le cas présent, concernant les terres, alors une partie peut être recyclée sous forme de terre chaulée ou de choses comme ça, mais la principale partie, c'est que il va y avoir des chantiers de terrassement. Les terres vont être évacuées et elles peuvent être utilisées pour faire un aménagement paysager, un parc urbain, un golf, toutes sortes d'applications. Il n'y a pas obligatoirement un retour à l'envoyeur pour faire des matériaux de construction, mais il faut qu'il y ait un usage et que les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres. Point important car la loi AGEC tourne autour de cela. Alors, la réglementation actuelle, les deux principaux textes qui gèrent la gestion des terres, que ce soit en ISDI, en carrière ou même en aménagement, on se base tous globalement sur ces textes. C'est l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 qui définit les conditions d'admission des déchets en ISDI et aussi en rubrique 2515 qui correspond aux installations de broyage, concassage et préparation de matériaux. Et cet arrêté est vraiment important car il définit les règles d'exploitation en ISDI, les déchets considérés comme inertes et acceptables en ISDI sans difficulté, les valeurs limites de prise en charge,
comment on doit monter une demande d'acceptation préalable et tous les suivis. Cet arrêté, en fait, a évolué plusieurs fois. Il date de 2006, puis il a été modifié en 2010, puis en 2014. On pensait qu'on allait avoir une modification aujourd'hui, mais en fait, la loi AGEC ne s'appuie pas trop sur les ISDI et sur l'élimination. Le but, c'est d'aller plutôt vers de la valorisation. On pense que la partie ISDI n'évoluera pas trop. L'arrêté du 30 septembre 2016, lui, c'est le pendant de l'arrêté du 12 décembre 2014 qui concerne les ISDI, mais celui-ci concerne les carrières. Il est calé sur celui, en termes de comblement de carrière, il est calé sur celui des ISDI. On retrouve les mêmes valeurs et globalement les mêmes prescriptions. La seule différence aussi, c'est que depuis 2016, la prise en charge de terres sulfatées dans les carrières de gypse est clairement définie dans la réglementation, alors qu'auparavant, c'était fait sous statut dérogatoire. S'il vous plaît, coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, les principes généraux de la réglementation française. Dans la nouvelle réglementation, liée notamment à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc l'AGEC pour dire anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, en fait, cette loi, le but, c'est d'aller à l'économie circulaire à marche forcée. Et la démarche a été vraiment forte et on se retrouve d'ailleurs avec un encombrement. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour nos métiers, mais qui n'arrivent pas à se mettre en place tout de suite. Mais pourtant, il va y avoir des contrôles et il va falloir y aller. Alors, d'une manière globale, cette nouvelle loi, elle vise à sortir du plastique jetable, à mieux informer les consommateurs, à lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, à agir contre l'obsolescence programmée et à mieux produire. Ça, vous en avez tous entendu parler dans la presse, grand public. Elle fixe aussi de nouveaux objectifs pour les années à venir. Pour nos métiers, elle a plusieurs points très impactants et très importants. Le premier, alors je vais vous parler d'abord des choses qui ne sont pas encore prêtes ou qui ne nous concernent pas directement par rapport aux terres excavées, et puis après je vais arriver aux choses très importantes pour les terres excavées. Premier point, la REP, responsabilité élargie du producteur pour le bâtiment, ça c'est nouveau, depuis le 1er janvier 2022, et chez mis à partir parce qu'en fait ça ne sera pas prêt avant le 1er janvier 2023 au minimum. Les producteurs, importateurs ou distributeurs de nouveaux produits ou matériaux de construction du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels doivent financer leur fin de vie via une écotaxe. S'il vous plaît, coupez votre micro. Les terres excavées sont exclues de la REP, car en fait, le producteur, à moins de s'attaquer à la mère nature, c'est un peu compliqué, et donc elles ont été exclues. La REP est en train de se mettre en place. Il y a 4 éco-organismes qui tournent autour des déchets du bâtiment. Et cela va se mettre. Enfin, l'objectif, c'est que ça soit prêt en 2023. Deuxième point, la facilitation de la sortie de statut de déchet pour tous les déchets, avec la possibilité, sous condition, de sortir du statut de déchet, même sans transiter par une installation classée. Avec un cas particulier prévu par la loi, c'est qu'il faut un contrôle par un tiers accrédité pour les déchets dangereux, pour les terres excavées et pour les sédiments. Alors, les terres excavées, qu'elles soient inertes ou pas, ou polluées, même chose pour les sédiments, qu'ils soient inertes ou pollués. Là, il faut un tiers. Je n'en parle pas là, car en fait, les procédures pour faire monter cette sortie de statut de déchets sont assez complexes à mettre en place. Nous, par exemple, nous sommes en plein dedans et ne sommes pas encore prêts. Quand on sera prêt, on reviendra vers vous pour vous proposer cela quand on aura trouvé des sites qui s'y prêtent. Et enfin, le point le plus important, et c'est pour cela qu'on a lancé ces webinaires, c'est le renforcement de la traçabilité des déchets. Et qu'il s'articule autour de 2-3 points principaux. Le premier, c'est une dématérialisation des bordereaux de déchets dangereux imposés par la réglementation. Il faut aller sur Track Déchets depuis le 1er janvier 2022. Tous ceux qui gèrent des déchets dangereux ou qui les confient à des opérateurs type Chimirec le savent, et des fois même Chimirec le fait à la place de ses clients quand il récupère les solvants et autres sur les chantiers ou ailleurs. Ça, c'est un point important. Il y a aussi un registre national de gestion des déchets dangereux. L'autre point qui nous concerne plus par rapport aux terres excavées, c'est de gérer les étapes de la gestion des déchets, du maître d'ouvrage à la valorisation ou l'élimination en passant par le transit ou le traitement, qui doivent être tracés et renseignés dans un registre numérique national. Donc,
je vais revenir dessus, mais globalement, je vous expliquerai qu'il y a deux types de registres. Il y a le registre numérique national qui doit être renseigné par les producteurs initiaux, producteurs secondaires ou par les exécutoires finaux. Et puis, on reviendra sur les registres chronologiques qui doivent être gérés par tous les acteurs. Ce registre national des sédiments est en cours de développement par le BRGM. Il y a déjà un site internet qui présente ce registre, mais il ne peut être rempli. On ne peut y accéder qu'en saisissant les données. Et on attend tous d'avoir la possibilité de faire des transferts automatiques par code API qui faciliterait la vie de tout le monde. ECT, par exemple, reçoit 2000 rotations de camions par jour. On ne peut pas se permettre de saisir ça manuellement. Il faut qu'on puisse verser dans la base de données les choses d'une manière automatique. Ça devrait être prêt en juillet 2022 et avec un effet rétroactif jusqu'au 1er janvier. Alors, les décrets qui sont sortis et qui nous intéressent et qui vous intéressent vous en tant que client et qui sont importants. Il y a un décret qui est sorti le 29 décembre 2020 qui porte sur les informations qui doivent être présentes sur les devis relatifs à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et de la gestion aussi des bordereaux de dépôt de déchets. C'est un texte qui est aussi axé sur ce durcissement de la traçabilité. En clair, depuis, alors je pense que c'était juillet 2021, malheureusement je l'ai un peu effacé, mais on peut considérer que ça doit être opérationnel depuis quelque temps. Il faut que dans les devis que les terrassiers ou transporteurs remettent à leurs clients, il faut estimer les quantités de déchets générés durant le chantier, il faut décrire les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets, il faut parler de l'effort de tri réalisé à la source en fonction des typologies de déchets par l'entreprise dans le cadre des travaux. Ça concerne essentiellement la démolition, mais aussi la gestion des terres excavées pour indiquer qu'on va gérer différemment les terres polluées ou impactées. Le cas échéant, décrire les contenants pour le tri et le stockage des déchets installés sur le site, indiquer le nombre de rotations prévues pour l'évacuation des déchets et indiquer aussi le ou les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation. Une estimation des coûts associés est naturellement nécessaire dans le devis. Alors, en retour, il faudra que le bordereau de dépôt, le bon de transport, soit rempli et signé conjointement par l'entreprise des travaux ayant déposé les déchets et par l'installation où les déchets ont été déposés, chacun en ce qui concerne leurs responsabilités respectives. En clair, c'est fini, en fait, la loi dit il faut que le maître d'ouvrage, que le producteur sache exactement ce que sont devenus ces déchets, qu'il n'y ait plus un maître d'ouvrage qui dise bon, bah, j'ai confié ça à l'entreprise lambda et je ne sais pas ce que mes déchets sont devenus. Il faut tout détailler. On ne peut plus faire une ligne forfaitaire en disant bah, il y a une ligne de classe 3. Non, non, il faut tout expliquer. Et il faut en plus qu'il y ait un retour, alors pas bon par bon parce que ça serait impossible, sauf s'il y a un ou deux camions qui sortent, mais une réponse globale disant, par exemple, de la part de CT, sur ce chantier, j'ai bien reçu 4300 mètres cubes de terre inerte qui ont été reçus à Villeneuve-sous-Damartin, à Annette et à Grésy-Suin. Alors, il y a des sanctions de prévues en cas de non-respect. C'est jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique et jusqu'à 15 000 € d'amende pour une personne morale. Et je reviendrai sur les sanctions, car la ministre de l'Environnement a demandé aux DREAL et DRIAT de contrôler spécifiquement la traçabilité des terres sur l'année 2022 et 2023. Les autres points, c'est dans le renforcement de la traçabilité, il y a aussi la mise en place, depuis le 1er janvier 2022, de registres chronologiques que chaque acteur doit avoir en sa possession. Donc, à compter du 1er janvier 2022, tous les acteurs de la gestion des déchets, des terres excavées et des sédiments, du producteur à l'exutoire final, en passant par les entreprises de travaux, de transit, les courtiers, les négociants, les transporteurs, toute la chaîne, sans exception, doit tenir à jour un registre chronologique où sont consignés les déchets, avec toute une série d'informations prévues dans l'arrêté,
il faut avoir les SIRET, les immatriculations des véhicules, il faut avoir la totale. Ces registres doivent être conservés au moins 3 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont importants juste après. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que ECT peut vous aider naturellement à bâtir votre registre chronologique, car via l'extranet, avec le fil de l'eau qu'on vous donne par opération, vous avez déjà une grande partie des informations qui concernent les apports chez ECT. Alors, et vous avez ensuite, et j'en ai parlé tout à l'heure, le registre national des déchets. Donc, globalement, il y en a deux. Il y en a un pour les déchets dangereux et les déchets, les POPs, et les polluants organiques persistants. Et pour toutes sortes de déchets, en fait, il y a le registre national des déchets. Et pour les terres excavées, les sédiments, il y a un registre spécifique, celui qui est géré par le BRGM. Et là, donc, ce sont les extrémités qui doivent, comme je l'ai dit, les producteurs initiaux et secondaires et les exutoires finaux qui doivent le remplir. Le principe de cette réglementation, la volonté du législateur, c'est de dire, supposons qu'un chantier un promoteur immobilier annonce qu'il a sorti 10 000 tonnes de son chantier et il verse cette information sur le registre national des terres excavées. Et il dit dedans, ben moi j'ai tout envoyé chez ECT via mes terrassiers, mes transporteurs et toute la chaîne. Et qu'à l'arrivée pour le même chantier, ECT déclare qu'il y a sur les 10 000 tonnes, ben, ECT n'est pas au courant, nous on en a reçu 6 000. Et on déclare 6 000. Tout de suite, il y a une alerte qui se met en place au niveau du registre national des terres excavées, disant il y a un problème, d'un côté il y en a 10 000, de l'autre côté il y en a 6 000. Et donc, dans ces cas-là, on revient au registre chronologique et l'administration peut venir voir toutes les étapes et chercher à savoir où sont passées les 4 000 tonnes qui ont disparu dans la nature ou qui n'ont pas été tracées. C'est pour ça que chaque acteur, transporteur compris, négociant compris, doit avoir toutes ces informations. Et dans le registre national, vous avez les extrémités. S'il y a un problème entre le producteur et l'exutoire final et que ça ne colle pas, ça ne matche pas, on ira chercher, enfin l'administration ira chercher dans les registres chronologiques pour voir où il y a eu une perte en ligne ou où il y a eu un défaut de traçabilité, parce qu'il peut y avoir aussi un défaut de remplissage des registres ou des choses comme ça. Dans ce cadre-là, le législateur a aussi renforcé les sanctions en cas de non-respect des obligations de tenue de registre. Alors, il y a deux cas. Premier cas, l'administration voit que le registre n'est pas rempli. Au premier niveau, il y a une amende forfaitaire de 750 €. Et avec même peut-être probablement avant un rappel à la loi. Deuxième niveau, s'il y a récidive, il y a une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et puis au-delà, s'il y a vraiment de la mauvaise foi ou qu'on n'arrive pas à retrouver ces pieds ou autres, le législateur a prévu la remise en état sous astreinte des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi, la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et l'interdiction à son exploitant d'exercer. Si des véhicules ont été utilisés pour cela, il y a confiscation des véhicules et suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 5 ans. Et enfin, si ces délits ou ces infractions ont été commis en bande organisée, il y a une sanction pénale qui est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. Plus, dans ces cas-là, comme on a pu le voir en région PACA, avec les affaires où il y a eu de la prison ferme, les GIR s'en occupent aussi, donc les groupements interréglementaires, et l'URSSAF, les impôts, enfin le fisc, tout le monde s'en mêle, et c'est d'énormes problèmes pour les gens qui se retrouvent dans cette situation. Mais avant d'en arriver à ces extrémités, déjà, le point important, c'est les amendes forfaitaires et qui, même si elles paraissent, enfin, ça peut paraître faible, c'est 150 €, mais j'imagine que si c'est pour chaque bon manquant, tout de suite, ça peut faire mal. Voilà. Donc, par rapport à cette évolution réglementaire, les points importants à retenir, d'abord, c'est que c'est opérationnel depuis le 1er janvier 2022 et que pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous êtes déjà un peu en retard, mais ce n'est pas trop tard.
la maîtrise d'ouvrage et le détenteur des déchets sont responsables de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Ça, c'était déjà prévu. C'est même prévu dans la réglementation française depuis 1975. Sauf que maintenant, avec le durcissement de la traçabilité, l'objectif, c'est de retrouver les petits où ils sont et d'essayer d'y voir un peu plus clair. Tous les acteurs, quels qu'ils soient, doivent tenir un registre chronologique de traçabilité des déchets. Ce que je disais, ECT peut vous aider et vous renvoyer le fil de l'eau qui vous concerne et vous allez trouver un maximum d'informations, une grande partie des informations pour votre chantier. La maîtrise d'ouvrage, les installations de transit, de traitement et les exutoires finaux, eux, doivent renseigner le registre numérique national. Et enfin, comme je vous l'ai montré juste avant, des sanctions pénales sont prévues et ont été renforcées en cas de non-respect de ces dispositions réglementaires. Et j'attire votre attention sur le fait que l'administration centrale, le ministère de l'Environnement, a demandé aux unités départementales d'aller vérifier la traçabilité des terres excavées au niveau des installations et au niveau des registres. Je vous remercie pour si vous êtes toujours là, à m'écouter, pour votre assiduité. Et vous pouvez maintenant